cette conférence de l'Agora des Savoirs où nous allons avoir le très grand plaisir d'entendre Karine Chemla. Merci. Alors moi, je suis très heureuse d'avoir la possibilité de présenter Karine à cette occasion. Karine a un parcours tout à fait intéressant d'études mathématiques et puis d'une aventure dont tu nous parleras peut-être, qui t'a conduit très loin. C'était la Fondation Saint-Jean-Polignac, je crois. Exactement, oui. Donc ça t'a conduit vraiment très loin, et de ce très loin, tu es revenu, mais tu es resté quand même pendant toutes ces années très, très en proximité finalement de la Chine et de ce que tu as découvert là-bas. En tout cas, on a bien l'impression que ça a orienté ta carrière. C'est ce que c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc tu as eu la possibilité d'entrer en fait au CNRS assez rapidement, 1982 si je ne m'abuse. Ça, tout à fait. Tu es devenue directrice de recherche en 1997. Tu en sais plus que moi, j'ai déjà oublié. Oui, ben voilà, j'ai révisé un tout petit peu avant de venir. Voilà, et tu es actuellement et depuis très longtemps dans l'équipe Sphère, qui est l'équipe d'histoire et de philosophie des sciences la plus importante, on peut dire, en France, en tout cas, qui accueille de très très nombreux chercheurs, et avec une équipe très, très importante sur les mathématiques de l'Asie. Voilà, donc aussi, Karine, tu as une reconnaissance internationale extraordinaire. Chaque fois qu'on parle de toi, on le remarque. Par exemple, en 2009, nous avons organisé à Taïwan une étude internationale sur la preuve et le raisonnement dans l'éducation mathématique. Et bien sûr, on a proposé au comité scientifique international le nom de Karine Chemla, et instantanément, ils ont dit « Ah oui, Karine, absolument !» On l'invite et on espère qu'elle viendra. Et Karine est venue. Donc moi, ça a été l'occasion pour moi de connaître un peu mieux Karine. Donc ça, c'était en 2009. Donc Karine a eu en 2008 la médaille d'argent du CNRS, qui est une distinction très importante, comme vous le savez. Et elle conduit ses recherches donc sur la Chine. Vous avez bien compris en voyant le titre. Et puis alors moi, ce que je dois dire, c'est que peut-être la première fois où j'ai vraiment commencé à m'intéresser, à comprendre un petit peu ce que faisait Karine, eh bien, c'est lorsque j'ai vu apparaître l'annonce que cet absolument merveilleux ouvrage sortait. Donc, cet ouvrage, c'est les 9 chapitres. Donc là, je vais laisser, parce que je pense que tu vas nous en parler un petit peu ce soir. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais moi, je peux vous dire que ce livre, on l'attendait. Le projet qui a conduit à l'édition de ce livre a commencé, sauf erreur de ma part, en 84. Absolument. Et ça, donc, je me rappelle, en revanche. Ça, tu te rappelles, voilà. Et donc, 20 ans entre le moment où le projet a émergé et le moment où il a abouti sous la forme de ce livre très attendu, qui permet à tout lecteur intéressé de vraiment avoir un accès à ce que sont les mathématiques chinoises et à dépasser des idées reçues, des a priori, des idées préconçues qu'on peut tous avoir compte tenu de la culture dans laquelle on a été éduqué en mathématiques. Notre éducation mathématique forge notre manière de penser les mathématiques, et c'est extrêmement intéressant de pouvoir faire ce voyage vers la Chine et vers des mathématiques tout à fait riches et intéressantes. Alors actuellement, je sais que tu es aussi responsable d'un projet, le projet alors SAW, les sciences dans l'ancienne, alors je sais pas. Sciences in the Ancient World. Yeah. Mais en fait, on a choisi SO. D'accord. Parce que ça veut dire si en anglais, et qu'on a bien l'intention de scier la manière ancienne d'écrire l'histoire des mathématiques pour en écrire une nouvelle. D'accord. Donc voilà un projet en tout cas tout à fait intéressant que j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu parce que j'ai des étudiants qui ont candidaté sur vos appels aux bourses de thèse. Donc c'est un projet qui est un projet d'histoire des sciences avec des intentions tournées vers l'enseignement et l'éducation, et donc aussi un rapprochement avec les questions didactiques qui occupent un certain nombre d'entre nous. Et voilà, les apports, c'était pour ça aussi qu'on t'avait invité à Taïwan, les apports d'une réflexion sur l'histoire des mathématiques chinoises pour penser l'enseignement et l'éducation mathématique d'aujourd'hui. Voilà encore un jeu de proche et lointain qui, je pense, est tout à fait pertinent. Donc je vais m'arrêter là pour ce qui concerne la présentation. Je vais redire encore tout le plaisir que j'ai de pouvoir t'accueillir à Montpellier, que tu aies été invité à Montpellier. Là, on ne peut que remercier nos collègues de l'Agora des Savoirs. Et puis, le fait d'avoir cette possibilité de te dire en quelques mots tout ce plaisir et tout cet intérêt pour ce travail. Et je ne peux pas me lever avant de dire à quel point j'ai
du plaisir à être ici. D'abord, je te remercie beaucoup pour ton introduction extrêmement chaleureuse, et puis merci aux collègues. Je suis ravie qu'on ait l'occasion de passer ce moment ensemble. Merci, tu as la parole maintenant. Donc je voudrais aujourd'hui, du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire celui d'une historienne des mathématiques spécialiste de la Chine ancienne, apporter quelques éléments de réflexion sur le thème qui est... Je me chronomètre. Sur le thème qui est le vôtre cette année, pour cette 7e Agora des savoirs, à savoir le thème du proche et du lointain. Et donc, je me poserai avec vous la question du sens de proche, du sens de lointain en mathématiques. Le proche, pour nous, qu'est-ce que c'est? Je partirai d'une idée du proche assez banale. Je propose que pour nous, le proche ce soit les mathématiques que nous avons apprises à l'école, au collège, voire au lycée. Bien sûr, pour certains d'entre nous, cela renvoie à une expérience dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60. Pour d'autres, cela renvoie à la fin du XXe siècle. Cette notion de proche est donc assez mouvante. Mais je n'évoquerai de ces diverses mathématiques que des éléments qui ont traversé les décennies. Par contraste avec ces savoirs, les connaissances qui ont été élaborées en Chine, les manières dont en Chine ancienne on a pratiqué les mathématiques, font-elles figure de lointain? C'est la question clé autour de laquelle tournera cet exposé. J'entends souvent dire à propos des mathématiques apprises ou pratiquées ici, quelles seraient nos mathématiques et qu'ailleurs il y aurait d'autres mathématiques. Cette représentation du proche et du lointain résiste-t-elle à l'épreuve des faits historiques? Ce sont des questions que j'examinerai en m'appuyant sur des ouvrages mathématiques et sur des documents mathématiques produits en Chine avant le 7e siècle. J'ai introduit dans la dernière phrase, la distinction entre ouvrages mathématiques et documents mathématiques. Vous comprendrez bientôt la différence que je vise. Jusqu'en 1984, et ce sera une date clé à laquelle je reviendrai, jusqu'en 1984, nous ne connaissions qu'une dizaine d'écrits mathématiques produits en Chine avant le 7e siècle. Cette dizaine d'ouvrages préservés avaient tous été composés après l'établissement de l'Empire chinois en 221 avant notre ère. Donc, tous ces ouvrages que nous connaissions, qui étaient les seuls que nous connaissions jusqu'en 1984, avaient été rédigés entre 221 avant notre ère et le 7e siècle. 221 avant notre ère, c'est la date. C'est une date à laquelle le territoire de la Chine, qui était partagé en royaumes qui menaient des guerres incessantes les uns contre les autres, c'est donc la date à laquelle l'un de ces royaumes, le royaume Qin, défait ses ennemis et unifie la Chine sous l'égide de la dynastie Qin. Nous ne connaissons à l'heure actuelle aucun ouvrage mathématique qui aurait été écrit avant
l'unification de l'Empire chinois. L'Empire chinois est né donc en 221 avant notre ère, et alors qu'ailleurs on divise le temps historique en siècles, en Chine on le divise plutôt en dynasties en fonction des maisons qui règnent sur l'Empire. Ainsi, le pouvoir Qin, celui qui crée l'Empire chinois, est renversé peu après la fondation de l'Empire, en 206 avant notre ère, et l'Empire passe aux mains des Han pour plusieurs siècles, comme vous le voyez sur l'écran. Ces premiers siècles de l'Empire voient la mise en place d'une organisation administrative sur l'ensemble du territoire et une bureaucratie sera mise sur pied, bureaucratie dont les fonctionnaires seront envoyés dans toutes les circonscriptions administratives pour gérer le prélèvement de l'impôt, la paye des fonctionnaires, les travaux publics, les affaires judiciaires, etc. Les ouvrages mathématiques les plus anciens que nous connaissons datent de ces premiers siècles de l'Empire. Et nous verrons qu'ils présentent des relations étroites avec la bureaucratie, et ceci à plus d'un titre. J'ai mentionné la dizaine d'écrits mathématiques produits en Chine entre 221 avant notre ère et le 7e siècle, cette dizaine d'écrits mathématiques que nous connaissions, c'était les seuls que nous connaissions jusqu'à 1984. Parmi ces ouvrages, les deux plus importants, au sens où ils ont été les plus influents au cours de l'histoire, sont les deux plus anciens, et j'y reviendrai au cours de cette conférence. Leur titre se trouve sur l'écran. Le plus ancien, le Gnomon des Zhou, est un ouvrage de mathématiques qui est lié à l'établissement du calendrier. Le calendrier en Chine est lunisolaire au sens où les mois suivent le mouvement de la Lune et l'année suit le mouvement du Soleil. Quand vous êtes en Chine, aux alentours du 15 du mois lunaire, vous devez pouvoir lever les yeux vers le ciel et voir la Lune pleine. C'est une conception que nous n'avons pas du tout. Nous n'avons aucun moment au cours du mois où systématiquement, nous pouvons lever les yeux vers le ciel pour être sûr que la Lune est là. On sait que le calendrier est mal réglé si, quand vers le 15 du mois lunaire, on lève les yeux vers le ciel, on ne voit pas la Lune pleine. Ce sont ce type de questions pour lesquelles le Gnomon des Zhou fournit des mathématiques, de même qu'il fournit des mathématiques à des fins cosmographiques. Quelle est la hauteur du Soleil? Quelle est la distance du Soleil à l'observateur? Ce sont des questions qui requièrent des mathématiques et on les trouve dans cet ouvrage. Les historiens, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas d'accord sur la date à laquelle ce texte a été achevé. Pour certains, il était composé en 100 avant notre ère. Pour d'autres, on a continué à le retoucher jusqu'au 1er siècle de notre ère. Le second, plus ancien ouvrage, ce sont ces fameux 9 chapitres sur les procédures mathématiques. Cet ouvrage, je vais abréger dans ce qui suit le titre en les 9 chapitres. C'est un ouvrage de synthèse par rapport aux connaissances mathématiques produites en Chine. Et l'on pense qu'il a été achevé, certains disent au 1er siècle avant notre ère. Je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'il a été achevé au 1er siècle de notre ère. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de certitude en la matière. L'importance de ces ouvrages, l'influence qu'ils exercent, comme celle des autres écrits produits
à la même époque. J'ai simplement mentionné ici le grand classique de médecine, le classique intérieur de l'Empereur jaune, qui prend forme à peu près à la même époque. Donc l'importance et l'influence que ces ouvrages ont exercé se traduisent par le fait que des érudits leur consacreront dans les siècles suivants des commentaires. Voici, par exemple, le début du premier chapitre du Gnomon d'Ejo dans une impression de 1213. Vous voyez que la page met ensemble des grands caractères et des petits caractères. Les petits caractères, ce sont ceux des commentaires, tandis que les grands caractères, ce sont ceux du Gnomon d'Ejo. 3 commentateurs ont associé leurs commentaires. L'un, c'est Zhao Shuang du IIIe siècle, qui commente le texte. Plus tard, au VIe siècle, Zhang Luan va reprendre le texte du Gnomon d'Ejo et celui du commentaire du IIIe siècle pour y ajouter ses explications. Enfin, au VIIe siècle, un érudit commentera également à son tour et rajoutera ses commentaires à ceux des autres. En fait, dans les 3 premières colonnes, vous savez qu'on lit le chinois de la droite vers la gauche, dans les colonnes 2, 3 et 4, vous avez, dans cette impression de 1213, les noms explicitement des 3 commentateurs dont les commentaires sont réunis dans cette édition. Il en va de même des 9 chapitres. Vous avez ici la première page du premier chapitre, toujours dans une édition du début du XIIIe siècle. Et de la même manière, vous voyez des caractères de grande taille ainsi que des caractères de petite taille en double colonne. Les caractères de petite taille sont les commentaires soit de Liu Hui en 263, soit de Li Chunfang et de collègues à lui en 656. L'importance de ces ouvrages et plus généralement de la dizaine d'écrits qui sont parvenus jusqu'à nous en suivant plus ou moins les mêmes canaux se mesure par un autre fait capital. C'est qu'au début du 7e siècle, ils sont perçus comme des canons, comme des classiques des mathématiques. Au 7e siècle, la dynastie Tang vient de prendre le pouvoir sur l'Empire et les autorités impériales lancent un grand mouvement de mise en ordre des classiques. Par classique, il faut entendre des classiques philosophiques, comme ceux auxquels Confucius a attaché son nom, des classiques de médecine, comme celui que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi des classiques de mathématiques. L'érudit Li Chunfang, dont vous avez le nom sur l'écran, reçoit l'ordre de l'empereur, avec un certain nombre de collègues, de réunir les textes des 10 classiques de mathématiques, de comparer les différents manuscrits de ces ouvrages qui existent, puisque ces manuscrits présentent des variantes. Il a donc la tâche de produire des éditions fiables de ces classiques, et il doit également sélectionner ceux des commentaires les plus importants pour qu'ils soient avec les ouvrages dans cette édition du 7e siècle. Ces collègues et Li Chunfang s'exécutent, et en 656, Li Chunfang présente au trône leur édition annotée des 10 classiques de mathématiques. C'est-à-dire, et c'est un fait très important, que les ouvrages qui, jusqu'à 1984, étaient les seuls livres composés avant le 7e siècle qui étaient parvenus jusqu'à nous, ces ouvrages sont précisément ceux qui, au 7e siècle, s'étaient vus conférer un statut de classique par les institutions impériales. Les autres ouvrages de mathématiques, et il en existait, nous avons des bibliographies anciennes, nous avons des titres et des auteurs, les autres ouvrages, eux, n'ont pas été transmis. C'est ici la première manifestation d'un lien entre les ouvrages, ces 10 classiques, et la bureaucratie impériale.
Il y a un deuxième lien qui traduit également l'impact que ces ouvrages ont eu sur les mathématiques en Chine ancienne. En effet, une fois cette édition produite, une école de mathématiques est établie au sein de l'université impériale. Je crois qu'il s'agit de la première université de mathématiques au monde, des premiers examens de mathématiques au monde. La carrière de fonctionnaire dans la fonction publique est désormais ouverte à ceux qui réussiront les examens de mathématiques. Et en 656, les manuels que les étudiants étudieront, les manuels que les étudiants de cette école de mathématiques étudieront, ce sont précisément les 10 classiques dans l'édition de Li Chunfang et de ses collègues, avec les commentaires qu'ils auront sélectionnés. Par la suite, les institutions impériales lanceront régulièrement des projets de réédition des classiques, et pour les mathématiques, cela voudra toujours dire réédition précisément de ces 10 livres de mathématiques. C'est ça qui explique que ces ouvrages soient parvenus jusqu'à nous. Par exemple, en 1084, dans le contexte d'un mouvement de ce type, la dynastie Song fera imprimer les classiques de mathématiques. J'ai bien dit imprimer. L'imprimerie est employée en Chine depuis le 8e siècle et le pouvoir impérial y recourra au 11e siècle pour la diffusion de tous les textes classiques, dont les textes de mathématiques. C'est la première impression de textes mathématiques dans l'histoire de l'humanité. Cette impression de 1084 n'a pas survécu, mais elle fait l'objet, au début du XIIIe siècle, d'une réimpression qui, elle, a partiellement survécu. C'est précisément des reproductions de cette édition, la plus ancienne à avoir survécu, que je vous ai projetée pour le Gnomon Deizhō et pour les 9 chapitres. Ainsi, jusqu'à 1984, les ouvrages les plus anciens chinois de mathématiques que nous pouvions étudier ne nous étaient connus que par des documents, leur édition au XIIIe siècle, des documents donc qui avaient été produits longtemps après l'écriture de ces ouvrages. D'où la distinction que j'ai introduite entre un ouvrage mathématique rédigé avant le 7e siècle et des documents mathématiques antérieurs au 7e siècle. Nous n'en avons pas encore vu, nous en verrons dans un moment, je reviendrai à cette distinction. Il faut comprendre que c'est la même chose dans, par exemple, les traditions grecques de mathématiques, les éléments d'Euclide, classiques d'entre les classiques, ne nous est connu que par des éditions qui sont bien postérieures à l'écriture du texte. Ceci explique que si nous pouvons lire ces ouvrages, nous sommes en revanche mal informés sur les contextes concrets dans lesquels ils ont été produits ou utilisés. Nous ne savons pas non plus clairement pour qui et pourquoi ces ouvrages ont été à l'origine écrits. Mais nous savons qu'au 7e siècle, et peut-être plus tôt, ces écrits ont été perçus comme classiques, qu'ils ont été utilisés comme manuels et qu'ils ont été transmis par les canaux officiels. Je voudrais à présent me pencher sur les traits principaux de ces ouvrages pour aborder la question du proche et du lointain. Et j'ai choisi pour cela d'examiner de plus près une page ordinaire des 9 chapitres. La voici, c'est une page telle qu'on peut l'appréhender, toujours
à travers cette édition, cette impression de 1213. Cette page concerne l'addition des fractions. Fractions qui sont envisagées, conçues comme formées d'un numérateur et d'un dénominateur. Un élément qui nous rapproche. Cela ne va pas de soi, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, car si nous regardions les fractions telles qu'on les trouve dans des documents égyptiens ou des documents grecs anciens, ces fractions-là ne sont pas munies d'un numérateur et d'un dénominateur. Il y a donc divers concepts de fractions, et il se trouve que celui que nous rencontrons dans les textes de la Chine ancienne sont plus proches de celui que nous avons appris à l'école que le concept que nous trouverions dans des textes grecs anciens. Le plus souvent, une partie des 9 chapitres débute par un problème mathématique. Ici, on nous donne les fractions 1/2, 2/3, 3/4 et 4/5, et on nous demande combien leur somme fait. Vous me direz, un problème, à l'école, je n'ai vu que ça. Vous avez donc l'impression que vous vous trouvez face à quelque chose qui est assez proche. Là, je vous mets en garde, car ce n'est pas parce que des choses se ressemblent qu'elles sont en fait proches. J'ai proposé qu'on essaye d'aborder de façon historique ce qu'était un problème mathématique en Chine ancienne et comment les érudits qui faisaient des mathématiques utilisaient ces problèmes, comprenaient ces problèmes, et je suis arrivée à la conclusion que ces problèmes sont plus lointains que nous n'imaginerions à première vue. Vous voyez donc que le proche et le lointain sont des catégories qui sont assez difficiles à attribuer. Les apparences peuvent être assez trompeuses. Vous voyez par ailleurs que je viens d'envisager le proche et le lointain de deux manières. Je l'ai envisagé par rapport aux connaissances, c'était le cas des fractions. Je l'ai également envisagé sous l'angle de la manière dont on fait des mathématiques, comme se donner des problèmes et les résoudre, sous l'angle de la pratique mathématique, comme nous disons. Et vous verrez que ces deux perspectives vont revenir régulièrement dans ce qui suit. Le problème est suivi d'une réponse. Vous saurez que 1/2 plus 2/3, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait... Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je vois... Il y a quelque chose qui ne va pas... L'édition Song doit avoir une erreur ici, parce que j'allais vous lire la solution, mais il manque quelque chose, parce qu'il y a 2 qui est suivi de 6, et ça n'est pas possible. Donc cette édition doit être fautive à cet endroit-là, on pourra regarder dans le livre tout à l'heure. C'est ça, les éditions anciennes, il y a des erreurs qui se glissent, et les lecteurs devaient se débrouiller pour rectifier les éditions problématiques. Donc ici, vous avez 2,60 comme dénominateur et comme numérateur 43, 2,60, ça ne va pas. C'est peut-être 260, mais je n'ai pas fait le calcul récemment, donc je ne peux pas vous le dire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Bref, quelle que soit la réponse, de façon générale, en gros, elle est correcte. Et c'est celle que nous obtiendrions si nous faisions le calcul. 2 plus 2 font 4 partout. C'est un des éléments qui relève du proche. Ensuite, dans les 9 chapitres, on trouve ici le titre de l'opération.
pour nous, c'est addition des fractions. En chinois, c'est réunion des parts. Les fractions sont comprises comme des parts. Nous disons que si nous coupons un gâteau en 5 parts et que nous prenons 2 de ces parts, nous avons 2/5 du gâteau. On parle en Chine ancienne de parts de façon abstraite. Et ce titre de l'opération, ce nom de l'opération, est suivi d'un commentaire de l'équipe qui travaillait en 656 sous la direction de Li Chunfang, commentaire qui explique pourquoi ce terme a été choisi pour désigner cette opération à partir d'une discussion théorique sur les fractions. On trouve ensuite une procédure à suivre pour sommer des fractions. Cette procédure nous explique qu'est-ce que nous devons faire de façon absolument générale et abstraite avec les numérateurs et les dénominateurs pour produire la somme de 2 fractions. Ça correspond à ce qu'aujourd'hui nous écrivons lorsque nous voulons faire des opérations à des ordinateurs. Nous écrivons des algorithmes. L'opération est assez proche dans ce texte de l'opération telle que nous la pratiquons aujourd'hui. Il y a un détail que je vous épargne. En revanche, l'expression de la manière de réaliser cette opération est, elle, plus lointaine. Je dirais qu'elle était plus lointaine du temps de mon enfance quand j'ai utilisé des formules pour représenter la manière de réaliser cette opération. Cette représentation sous la forme d'une liste d'opérations est peut-être plus proche pour ceux qui, aujourd'hui, utilisent des programmes pour faire des opérations à des ordinateurs. Ça m'inspire la réflexion que le proche et le lointain évoluent en fonction de l'évolution des mathématiques. Et vous voyez que là, ce n'est pas une distance qui s'accroît, mais au contraire, une distance qui devient plus faible en fonction du fait que l'on utilise aujourd'hui plus les listes d'opérations en mathématiques qu'on ne les utilisait naguère. Enfin, cette procédure est suivie d'un commentaire du commentateur du IIIe siècle, Liu Hui, commentaire qui comporte une démonstration que cette liste d'opérations va effectivement mener à la somme des fractions et qui ensuite propose quelques développements philosophiques sur des opérations générales qui sont apparues au cœur de la démonstration. Je dirais que la pratique que nous avons de la démonstration mathématique aujourd'hui n'est ni proche, ni pas proche, ni lointaine, ni pas lointaine de cette pratique de la démonstration, parce que nous reconnaissons les raisons que le commentateur donne pour établir que cet algorithme est correct. En revanche, ces formes de démonstration sont très différentes de celles qu'on trouve dans des textes grecs comme les éléments d'Euclide, dont je parlais tout à l'heure, éléments qui datent de 300 avant notre ère. Là, on peut montrer que les objectifs qui sont assignés à la démonstration, la manière de rédiger les démonstrations, le type d'énoncé, tout ceci est très différent. Et donc, nous avons une forme de lointain entre ces deux textes. Et donc, je vous remontre la page dont vous voyez à présent la structure. Vous pouvez imaginer que l'ensemble des 9 chapitres se présente de cette manière. Selon les sujets de mathématiques, la distribution de proches et de lointains va varier. Et je voudrais ici donner par contraste l'exemple de ce que nous appelons le théorème de Pythagore. Ce théorème porte
sur le triangle qu'on dit rectangle, donc celui qui a l'un de ces angles produit par un côté qui tombe à l'aplomb sur un autre côté. C'est l'angle que vous voyez ici. Et si je paraphrase ce qu'on trouve dans les éléments d'Euclide en Grèce ancienne, nous trouverons un théorème qui nous dit que si je mets ensemble l'aire du carré qui est construit sur l'un des côtés et l'aire du carré qui est construit sur le deuxième côté, je trouverai, en mettant les deux aires ensemble, en leur redonnant la forme d'un carré, je trouverai le carré construit sur le troisième côté du triangle rectangle, l'hypoténuse. Vous voyez que j'ai énoncé une proposition qui donnait comme égale deux quantités d'air que j'ai fabriquées de manière différente. Dans les 9 chapitres, on va aussi trouver quelque chose qui correspond à ça. Qui correspond, c'est du proche, mais qui est assez différent, c'est du lointain. On envisage le triangle rectangle avec une base, une hauteur et une hypoténuse. Ce sont des termes chinois dont je ne vous encombre pas. La base, c'est toujours le côté le plus court de l'angle droit et la hauteur, le côté le plus long de l'angle droit. Ce n'est pas sous la forme d'un théorème, d'une proposition, que cette propriété est énoncée, mais toujours, comme nous l'avons vu pour les fractions, sous la forme d'une procédure, d'une liste d'opérations. Base et hauteur étant chacune multipliées par elles-mêmes, on somme les résultats et on extrait la racine carrée de ceci. Vous voyez donc que on a une liste d'opérations qui part de la base et de la hauteur, qui part de valeurs numériques de la base et de la hauteur, et qui affirme, à la fin de la liste d'opérations, d'une part, qu'en suivant des opérations, on obtient la grandeur hypoténuse, et donc d'autre part, que la valeur numérique que les opérations auront produite sera la valeur numérique de l'hypoténuse. La procédure répond à un problème. Ici, nous avons donc une forme d'énoncé différente de ce que l'on trouve dans les éléments d'Euclide. Ici, les nombres, les quantités sont essentielles, et pas seulement la géométrie, puisque la procédure énonce comment on produit une grandeur, l'hypoténuse, et comment on produit la valeur de cette grandeur. Vous voyez par ailleurs que la dernière opération est une extraction de racine carrée. Seuls les plus anciens d'entre nous ont eu à faire à cette opération. Personnellement, je l'ai apprise à l'école. C'est un élément proche, mais qui s'éloigne, si j'en crois ce qu'on me dit sur les programmes d'aujourd'hui. Et dernier point que je voudrais signaler, c'est que l'algorithme qu'on donne dans les 9 chapitres pour cette opération propose, si l'opération ne s'achève pas au chiffre des unités, de donner le résultat sous la forme de racine du nombre. Racine de 17, racine de 2, etc. Donc, à la fin de cet algorithme de racine, on introduit des quantités irrationnelles. Voilà. Ce théorème qu'en Chine, on n'appelle pas de Pythagore, vous l'imaginez, puisqu'il était connu totalement indépendamment de Pythagore et qu'il s'appelait la procédure pour l'opération base et hauteur. Ce théorème se trouve dans le 9e des 9 chapitres, mais il se trouve également dans le gnomon des Zhou, puisque ça va être un outil essentiel pour les questions cosmographiques, pour mesurer la hauteur du Soleil, la distance du Soleil à l'observateur, etc. Et
au début du Gnomon Daijo, on trouve évoquée une procédure graphique pour établir pourquoi cette liste d'opérations produit effectivement l'hypoténuse. On ne trouve pas de figure dans le texte, mais le texte décrit un procédé graphique qui probablement était réalisé avec des objets matériels qui étaient découpés et réarrangés. On a donc ici une pratique des figures géométriques qui est assez lointaine des pratiques qu'on trouve en Grèce ancienne et qui est assez lointaine des pratiques que nous avons apprises en géométrie et qui revenaient à tracer des figures sur le papier et à réfléchir sur ces figures. Donc, pour ce qui est des figures, nous avons tout un ensemble de traits qui relèvent du lointain. Il y a des carrés unitaires qui marquent ces figures. Ces carrés unitaires permettent de montrer que l'exemple qui est choisi pour illustrer la figure est une base de 3, une hauteur de 4 et l'hypoténuse, elle, sera égale à 5. Donc tout un ensemble de traits font que ces figures ne sont pas les mêmes que celles que nous avons pu côtoyer. Donc du point de vue de la pratique, nous sommes dans le domaine du lointain. L'argument, lui, en revanche, est parfaitement proche. Je vais l'évoquer rapidement sans m'étendre dessus. Donc, vous mettez côte à côte le carré formé sur la base et le carré formé sur la hauteur, puis vous découpez en coin un triangle qui est identique au triangle dont vous parlez. Vous avez ici la hauteur, ici la base, puisque la base de l'ensemble de cette figure est base a comme longueur la base plus la hauteur. Vous découpez ici un autre triangle qui est lui-même aussi identique, vous les faites pivoter et vous constituez ainsi le carré de l'hypoténuse. Bon, c'était juste pour vous montrer très rapidement un type de raisonnement qu'on va trouver dans ces textes de la Chine ancienne. De façon intéressante, le commentateur du IIIe siècle, Zhao Shuang, au Gnomon Daijo, va, lui, insérer une figure dans son commentaire. Sur sa figure, telle qu'on la trouve dans l'édition du XIIIe siècle, il y a la mention de couleur, il y a la mention de carré unitaire. Il propose la même démonstration, mais vous voyez que la figure est différente. En fait, cette figure, elle a la propriété qu'à partir d'elle, on peut démontrer beaucoup d'algorithmes relatifs au triangle rectangle. Autrement dit, cette figure est la source des raisons pour lesquelles tout un ensemble de procédures sont correctes. À nouveau, c'est une pratique de la figure qui est assez lointaine de ce que nous avons appris avec les figures, mais c'est une pratique de la figure qui est également assez lointaine de ce qu'on trouve dans le Gnomon Daijo. Et avec cette remarque, je voudrais introduire l'idée que le proche et le lointain, ça n'est pas seulement... La question ne se pose pas seulement pour nous et pour la Chine, mais c'est une question qui se pose également pour certains textes en Chine et d'autres textes en Chine, car il y a une histoire, les connaissances et les pratiques changent, et ici, avec ces figures, vous voyez des pratiques qui n'ont rien à voir autour des premiers siècles de notre ère et au IIIe siècle de notre ère. Autre point que je voudrais mentionner à propos de ces ouvrages, des traits principaux de ces ouvrages qui étaient les seuls que nous connaissions jusqu'à 1984, l'ensemble de ces classiques font référence à un calcul qui utilise des baguettes sur une surface.
De la même manière que je vous ai dit, les diagrammes étaient des objets matériels, la représentation des nombres est également matérielle et on utilise des baguettes pour écrire les nombres. Jusqu'au 7e siècle, les nombres sont écrits avec les baguettes de façon purement matérielle. Vous ne trouverez jamais dans un texte la représentation, l'illustration d'un calcul qui se fait à côté du texte. Nous avons seulement des descriptions. La première se trouve au début du classique mathématique de Maître Sun, qui était en fait le premier classique qu'on apprenait à l'université impériale. C'est seulement à partir du Xe siècle qu'on va représenter les nombres qu'on écrit avec des baguettes sur les pages des écrits. Et je vous ai donc mis ici le premier document qui date du Xe siècle, le premier document où nous avons une représentation de ce que l'on faisait avec les baguettes pour représenter les nombres. Donc vous voyez que nous avons des colonnes de caractères et au bout de chaque colonne, vous voyez des choses que je vais décrire rapidement. Je vous demanderai dans un premier temps de vous concentrer sur la partie droite de ce que vous voyez. Si vous regardez, par exemple, ici, vous voyez, j'ai omis de vous dire qu'il s'agissait d'un morceau d'une table de multiplication. Donc vous avez 1 fois 9 fait 9, 8 fois 8 fait 64, 7 fois 8 fait 56, etc. Vous avez de droite à gauche un morceau d'une table de multiplication. Donc on va se concentrer sur la partie droite des nombres qui sont représentés comme écrits avec des baguettes. Vous voyez que vous avez ici 2 baguettes verticales. Ça correspond à 4 fois 8, 32. Les 2 baguettes verticales, c'est 2 unités. Vous voyez ici que vous avez 4 baguettes verticales. Il s'agit de 8 fois 8. Vous devinez que c'est 64 et que c'est bien le chiffre 4 qui est écrit avec 4 baguettes verticales. Vous retrouvez les mêmes 4 baguettes verticales ici. Mais vous avez un autre phénomène ici. 7 fois 8, 56. Le chiffre des unités est écrit avec une baguette horizontale qui va représenter le 5 et une baguette verticale qui va représenter l'unité pour faire 6. Donc, le 6 est écrit avec une baguette qui fait 5 et une autre baguette pour faire l'unité supplémentaire. Vous avez ici le même phénomène, 5 et 3, 8. Vous avez ici le même phénomène, 1 et 4, 9. C'est bien le résultat de 1 fois 9. Nous allons maintenant regarder la partie gauche de ces nombres. 3 fois 8, 24. Vous voyez ici 2 baguettes horizontales suivies de 4 baguettes verticales. 2 fois 8, 16. Vous voyez ici 10 représentés par une baguette horizontale et 6 avec le système que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc vous voyez comment on utilisait, en alternant les orientations, une orientation verticale, une orientation horizontale, les baguettes pour représenter les chiffres. En fait, quand on passait aux centaines, on reprenait l'orientation verticale. Quand on passait aux milliers, on reprenait l'orientation horizontale et on alternait ainsi. Ce document est extrêmement intéressant parce que nous avons ici 5 fois 8, 40. Vous voyez que le 0 n'est pas utilisé pour écrire 40, mais qu'en revanche, comme les baguettes sont écrites de façon horizontale, nous savons qu'il s'agit de 4 dizaines et non pas de 4 unités. Autrement dit, avec ce système d'écriture, nous avons en fait
un système qui utilise la position pour écrire les chiffres. Vous le voyez mal dans ce document parce que les nombres n'ont que 2 chiffres, mais avec cette alternance de verticale et horizontale, nous avons un système où à chaque place nous avons 9 chiffres possibles, de 1 à 9, et l'orientation change d'un chiffre à l'autre. L'arithmétique elle-même va être une arithmétique décimale. Nous sommes de nouveau dans le proche, mais avec ces chiffres qui sont écrits de façon matérielle, avec ces changements d'orientation, nous sommes dans le lointain. En fait, les premiers documents indiens que nous avons décrivent ce système. Les 9 chapitres, le classique mathématique de Maître Sun décrivent ce système, et au jour d'aujourd'hui, il est en fait impossible de déterminer si ce système a été inventé en Chine, inventé en Inde. La seule chose que nous pouvons dire, c'est qu'il y a eu suffisamment d'échanges entre la Chine et l'Inde à partir du 1er siècle pour que ce système se diffuse et que nous le retrouvions dans tous les documents d'Asie. Je voudrais évoquer un autre trait des 9 chapitres, le dernier, une immense table de grains. Norme du petit mille et des grains décortiqués, le titre est suivi d'un tableau où vous trouvez le millet sous toutes ses formes, le grain non décortiqué, le grain grossièrement décortiqué, le grain passablement décortiqué, le grain finement décortiqué, etc. Vous trouvez également, j'ai mis les différents types de grains en gras, les germes de soja, le haricot mingo, le grain de chanvre, l'orge, le paddy. Les grains sont un produit clé pour la bureaucratie. L'impôt se prélève en grains. Les fonctionnaires sont payés en grains. C'est donc un produit essentiel pour l'économie. Et pourtant, jusqu'à récemment, nous avions cette table de grains, nous savions que probablement c'était un élément qui devait renvoyer à des pratiques administratives, mais nous ne comprenions pas véritablement le sens de cette table. S'agissait-il d'un exercice pour faire des règles de 3 ? S'agissait-il de nombres qui étaient donnés pour échanger entre différents types de grains ? Vous allez voir que la révolution qui s'est produite récemment nous permettra de donner une réponse à cette question. Dernier élément que je voudrais évoquer, ces 9 chapitres évoquent le contexte de la bureaucratie par la référence que l'ouvrage fait à des vases étalons. Vous avez ici un vase qui a été élaboré au début du 1er siècle de notre ère. C'est un roux. En fait, il y a tout un système de mesure de capacité qui est intégré dans ce vase. Les 9 chapitres renvoient à ce vase. Les 9 chapitres renvoient à des vases différents, liés à des grains. Et, même chose, jusque récemment, nous ne comprenions pas ce qu'étaient ces vases de taille différents qui étaient associés à des grains. J'en arrive au tournant en 1984. C'est un tournant dans l'histoire de Chine, c'est un tournant dans l'histoire des mathématiques. Depuis les années 1970, les archéologues ouvrent de façon systématique des tombes qui ont été scellées en Chine dans les derniers siècles avant notre ère, précisément juste avant l'établissement de l'Empire ou au début de l'Empire. Et parmi les objets avec lesquels les défunts étaient enterrés,
les archéologues ont commencé à découvrir des bibliothèques. Vous imaginez que c'est une révolution du point de vue de la documentation. Jusqu'à présent, pour ces époques, nous n'avions que des documents bien postérieurs au moment où les écrits avaient été produits. C'est la même chose dans le cas des 9 chapitres. Nous savons qu'ils ont été produits au 1er siècle de notre ère, au 1er siècle avant notre ère, mais les documents les plus anciens qui nous permettaient d'approcher l'écrit, eux, dataient du XIIIe siècle. Or, tout d'un coup, depuis les années 1970, nous avons des bibliothèques qui datent des derniers siècles avant notre ère, qui sortent de terre. Ce sont des documents qui nous arrivent en direct d'il y a 2000 ans. Le premier document mathématique a été trouvé dans une tombe au cours de l'hiver 1983-1984. C'était une tombe qui avait été scellée en 186 avant notre ère, et le document portait un titre. Vous avez ici la latte qui comporte le titre écrit sur les procédures mathématiques. Vous voyez que ces ouvrages étaient écrits sur des lattes de bambou. D'autres ouvrages l'étaient sur des lattes de bois ou des planches de bois. Certains sur de la soie, mais c'est beaucoup plus rare. Vous voyez qu'avec ce document, qui sort d'une tombe scellée en 186 avant notre ère, nous avons une situation documentaire tout à fait différente de celle des 9 chapitres, pour lesquels nous ne pouvons pas vraiment parler d'origine, nous ne pouvons pas vraiment parler de contexte. Cet ouvrage vient d'une tombe où a été enterré un fonctionnaire qui travaillait à un échelon local dans la bureaucratie. Pensez, si vous voulez, qu'il travaillait au niveau d'une sous-préfecture. Dans la même tombe, on a trouvé des règlements administratifs. Depuis cette découverte, les archéologues, et malheureusement également les bandits qui pillent les tombes, ont trouvé d'autres documents mathématiques dans d'autres tombes. Souvent, on trouve ces documents dans les mêmes tombes que des documents qui portent des règlements administratifs. Parfois, avec ces découvertes, on remonte à des périodes juste avant la fondation de l'Empire. Donc, nous commençons à avoir une lumière qui est jetée sur des siècles pour lesquels nous ne savions rien dans la documentation qui était la seule à laquelle nous avions accès jusqu'à 1984. Les mathématiques que nous trouvons dans ces documents sont assez proches et, nous verrons plus tard, pas tout à fait non plus, des mathématiques que nous avons dans les 9 chapitres. Par ailleurs, ces mathématiques que nous avons dans les manuscrits sont liées par bien des traits au règlement administratif, et ces textes mathématiques citent parfois, nous allons le voir, des règlements administratifs. Ce n'est pas dire que ces mathématiques ne sont que pratiques, elles ont une application, mais elles ont également des facettes théoriques. Avec ces tombes, nous avons donc maintenant une idée d'un contexte de production d'écrits mathématiques, une idée d'un contexte d'usage d'écrits mathématiques. Et je voudrais illustrer dans ce qui suit les nouvelles questions que nous pouvons poser à propos des mathématiques de la Chine ancienne, du fait que nous n'avons pas seulement des ouvrages qui ont été transmis,
mais nous avons maintenant des documents qui nous arrivent des derniers siècles avant notre ère. Nous venons de voir que ce document parle par la tombe dans laquelle on l'a trouvé. Nous venons de voir que ce document parle du fait des liens qu'il présente avec des règlements administratifs. Mais je voudrais vous parler d'un travail très récent qui date de 2 ans et qui montre comment ce document parle par des traces matérielles. Nous avons travaillé avec Daniel Morgan sur les mains qui ont écrit ce manuscrit. Daniel Morgan est un spécialiste de paléographie. Il a pu établir qu'en fait, ce manuscrit avait été produit par 2 mains. Et nous avons même une section qui porte sur un sujet mathématique où les couleurs vous le montrent, ces 2 mains alternent. Tout d'abord, l'une des mains, nous l'avons appelé Monsieur Brouillon, écrit une procédure générale. Puis Monsieur Brouillon écrit un premier problème. Par la suite, Monsieur Brouillon n'écrira que des données qu'on trouve dans une table relative à ce problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et monsieur, que nous avons appelé Monsieur Appliqué, reprend la main après l'écriture de la table pour faire un calcul qu'il n'écrit pas sur la latte, mais pour écrire le résultat de ce calcul. On voit donc que ces 2 personnes qui ont produit ce document étaient au même endroit, parce qu'on n'a pas pu prendre des lattes à des endroits différents et les mettre ensemble. Comme les 2 mains alternent sur les mêmes lattes, il a fallu que ces 2 personnes soient dans le même espace. Nous pensons qu'en fait ce document provient d'un contexte d'apprentissage où Monsieur Brouillon guide Monsieur Appliqué dans son apprentissage des mathématiques. Et donc, ce document qui a été trouvé dans une tombe, nous pensons que c'est un document qui a été produit dans le contexte d'un processus d'apprentissage des mathématiques. Je pense que là, nous sommes dans l'ordre du lointain parce que ces pratiques d'apprentissage des mathématiques en écrivant à 2 mains un texte sont assez différentes, je crois, des pratiques que nous avons expérimentées. J'en viens au règlement administratif de la dynastie Qin que ces écrits sur les procédures mathématiques citent. Vous voyez, j'ai mis une fois de plus les noms des différents types de grains qui apparaissent. Vous voyez que les grains sont les mêmes que les grains que je vous ai indiqués dans la table des 9 chapitres. Nous avons le millet sous tout un ensemble de formes, non décortiquées, mais aussi le millet comme la plante qui vient d'être récoltée. Vous avez le paddy et vous avez également l'orge, les germes de soja, de haricots mingots et le grain de chanvre. Il se trouve que ce règlement administratif est plongé dans un contexte d'un écrit mathématique et que ce contexte contient beaucoup d'autres problèmes relatifs aux grains. Et en mettant tous les indices que ces textes de mathématiques qui viennent de sortir de terre nous livrent sur les grains, voilà ce que nous comprenons comme étant le point de ce règlement administratif. Nous comprenons, par la citation de ce règlement administratif dans un texte de mathématiques, que ces grains étaient des monnaies. On prélevait l'impôt en grains, on payait les fonctionnaires en grains. Nous comprenons
que l'administration a construit une unité de valeur pour les grains. Une unité de valeur qui, à l'époque de ce règlement administratif, s'appuie sur des unités de poids et des unités de capacité. Mais cette unité de valeur implique que si on prend par exemple du millet non décortiqué, il faudra ça pour faire une unité de valeur, tandis que si on prend du millet grossièrement décortiqué, il faudra ça pour faire une unité de valeur. Donc, le contexte des textes mathématiques nous permet de comprendre un aspect clé des pratiques de la bureaucratie chinoise dans les derniers siècles de notre ère. Mais ça nous permet également d'interpréter la table de grains des 9 chapitres. Et nous comprenons aujourd'hui qu'en fait, cette table fait exactement la même chose que ce règlement administratif. Elle définit les unités de valeur pour les différents grains et les différents états des grains. Et nous comprenons également que les différents vases que décrivent les 9 chapitres, ces différents vases mesuraient en fait des unités de valeur. Si on prenait le grand vase, c'était pour mesurer des unités de valeur pour le millet non décortiqué. Si on prenait le vase moins grand, moyen, c'était pour mesurer des unités de valeur pour le millet grossièrement décortiqué. Il y a un changement clé dans la manière de construire ces unités de valeur entre le contexte des écrits sur les procédures mathématiques et le contexte des 9 chapitres, mais l'idée de valeur est commune à ces deux contextes. Il y a donc des éléments de proximité et des éléments extrêmement différents. Dans les écrits sur les procédures mathématiques, aucune mention de quoi que ce soit qui porterait sur le triangle rectangle. Nous sommes donc loin du gnomon d'Edju et loin d'une partie des 9 chapitres, une partie des 9 chapitres qui était plus proche de nous, avec ce que nous appelons le théorème de Pythagore. Dans ces écrits sur les procédures mathématiques, on utilise également des baguettes pour écrire les nombres, mais pas avec le système positionnel décimal qui est le nôtre aujourd'hui. En fait, ces écrits sur les procédures mathématiques et les 9 chapitres représentent deux cultures différentes de mathématiques qui nous viennent toutes deux de la Chine ancienne. Autrement dit, nous trouvons du proche et du lointain dans des textes en Chine ancienne. Nous trouvons du proche de nous, du lointain par rapport à nous, dans des textes de Chine ancienne. Et ce proche, ce lointain, se présente de façon différente en fonction de ces textes. L'histoire internationale des mathématiques montre que nos mathématiques sont en fait le fruit d'une histoire qui plonge ses racines dans l'ensemble de la planète et plusieurs racines partout. Il y a plusieurs mathématiques en Chine, il y a plusieurs mathématiques partout, il y a plusieurs mathématiques dans notre société aujourd'hui. Ce ne sont ni leurs mathématiques, ni nos mathématiques. Toutes ces mathématiques ont des éléments de proche et des éléments de lointain. Merci beaucoup. Merci Karine pour cet exposé très, très stimulant et ce voyage entre proche et lointain dans les mathématiques, en Chine, chez nous, et dans cette découverte dans les tombes extraordinaire, effectivement, de voir ces sources finalement de ce livre des 9 chapitres. J'imagine que ça a dû être assez émouvant
assez émouvant pour vous. Alors peut-être la question que j'aurais envie de te poser là tout de suite, parce que bien sûr 1984, alors 1984 c'est le début de ce projet. Absolument. 1980... On ne savait pas ce qui se tramait dans les tombes en Chine alors que nous commencions ce projet. Tu as absolument raison. Voilà, vous ne saviez pas ce qui se tramait dans les tombes, mais alors est-ce que l'émergence de ce que vous avez trouvé dans les tombes, ça s'est produit pendant le projet? Est-ce que tu savais déjà? Alors, les archéologues chinois sont très très proches de tous les archéologues du monde, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils publient les textes d'abord, avant que quiconque ne puisse regarder les textes. Donc en fait, ce texte a été découvert en 1984, mais nous n'avons pu prendre connaissance de son contenu qu'en 2001, lorsque l'édition en a été publiée. Avant, il était absolument interdit d'avoir accès. Et j'ai des collègues chinois qui sont décédés entre-temps et qui n'auront jamais su ce qu'il y avait dans ce manuscrit. De ce point de vue-là, il y a des choses très très proches. D'accord. Bon, bah écoute, c'était une première question, mais du coup qui était plus sur cette coïncidence. Moi, j'ai envie de te poser une question de proche et de lointain un peu différent, qui va peut-être pas te surprendre, parce que tu sais que j'ai encadré la thèse de Marion Cousin sur les mathématiques japonaises, et j'ai remarqué que dans le projet SO, le Japon n'apparaît pas comme un des pays qui est pris en considération. Et peut-être j'ai envie de te poser cette question-là. C'est-à-dire, il y avait des liens entre les mathématiques chinoises et les mathématiques japonaises. Alors en fait, j'ai évoqué la première moitié du 7e siècle, la formation de ce corpus de textes classiques de mathématiques et leur utilisation dans le contexte de l'université impériale. En fait, le gouvernement japonais va prendre comme modèle cette institution de l'université impériale et tous ses manuels. Et donc, en fait, ces 10 classiques vont être transportés au Japon et utilisés pour former des fonctionnaires. Mais nous n'avons que extrêmement peu de documents de cette période. Notre projet ne va que jusqu'au 7e siècle. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qu'il fallait essayer de mettre des bornes. Donc notre projet ne va que jusqu'au 7e siècle. Et comme il n'y a quasiment aucun document au Japon qui nous permette de parler de cette époque, nous n'avons pas pris le Japon en considération. D'accord, ben, voilà, une explication tout à fait claire. Donc je pense que maintenant on peut laisser les questions dans la salle. Bonsoir. Il y a quelques mois, nous avons entendu un exposé ici sur les cahiers d'écoliers à Babylone il y a 5000 ans. Eux, ils faisaient des calculs base 60. J'ai l'impression dans ce que vous avez dit que la Chine a toujours calculé en base 10. Bon, toujours, nous n'avons aucun document antérieur. Bon, je n'ai pas parlé d'un document qui a fait surface en 2007 et qui a été publié en 2011, mais c'est le document le plus ancien et les éditeurs le datent de 212 avant notre ère. Nous ne pouvons pas remonter avant. Les cahiers d'écoliers dont vous parlez, ils datent du début du 2e millénaire avant notre ère. Nous n'avons rien de la sorte en Chine, donc nous ne pouvons pas comparer. Ce que nous voyons, c'est que dans les derniers siècles avant notre ère, il y a un système décimal, mais je ne pense pas, pour des raisons qui sont liées à la manière dont les opérations sont pratiquées, je ne pense pas qu'il était positionnel. Je pense que le système positionnel apparaît entre la fin du 1er siècle avant notre ère et le début du 1er siècle de notre ère en Chine. Donc le système que vous avez vu à Babylone, c'est vraiment un système de calcul et c'est un système qui est flottant, c'est-à-dire qui n'indique pas les quantités, mais qui indique
les valeurs à l'ordre de grandeur près. Donc c'est un système très particulier. On n'a rien de la sorte en Chine. Bonsoir. Bonsoir. Apparemment, pendant plusieurs siècles, donc, les seuls documents mathématiques en Chine, c'était les documents précédents annotés par des nouvelles personnes. Est-ce que c'est à dire que ça a toujours été les mêmes maths qui ont été enseignées pendant plusieurs siècles et que ça n'a pas évolué? Alors, que trouve-t-on dans les commentaires? Parfois, on trouve dans les commentaires le classique à tort, c'est faux, et il faut résoudre le problème autrement. Je donne un exemple, par exemple, dans un contexte qui est celui de... Si vous voulez, on a une opération qui s'appelle l'extraction de la racine cubique. Que veut dire l'extraction de la racine cubique? Ça veut dire, on suppose qu'on a un cube de volume donné et on cherche le côté de ce cube. En Chine, on a introduit une extraction de la racine sphérique qui consiste à dire « je connais le volume de la sphère, quel en est le diamètre ». En fait, la procédure qui est donnée fait l'hypothèse que souligne le commentateur. Il dégage cette hypothèse de la procédure qu'une sphère qui serait inscrite dans un cube aurait un volume qui serait 9/16e le volume du cube. Le commentateur dit « Voilà comment je pense que cette valeur a été obtenue, mais cette valeur est fausse pour telle raison, et il faut trouver une autre valeur, un autre algorithme pour l'extraction de la racine sphérique. » Donc, on s'inscrit dans les mêmes problèmes, mais cela ne veut pas dire qu'on ne fait rien de nouveau. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, vous comprenez que seulement certains documents ont été gardés. Donc, nous ne pouvons parler que d'une toute petite fraction de ce qui a été écrit en Chine. C'est la fraction qui a été distinguée pour servir de manuel, qui a été reproduite par les institutions impériales régulièrement, sans doute en relation avec l'établissement d'enseignement officiel des mathématiques, mais ceci ne nous donne qu'une toute petite partie des documents. Bon, par ailleurs, je pense que votre question était plus générale que la période sur laquelle je me suis placée. Je me suis arrêtée au 7e siècle. Dans les siècles ultérieurs, l'imprimerie va permettre de diffuser beaucoup plus les livres. Il va y avoir beaucoup de textes qui n'auront pas été écrits en rapport avec la bureaucratie, qui n'auront pas été promus dans la bureaucratie et qui vont survivre. Et ces textes-là ne sont pas du tout des commentaires. Voilà. Ne pourriez-vous pas nous dire quelques mots sur la façon dont les Chinois pratiquaient la géométrie, même si ce sont à des siècles plus récents? Alors, la géométrie, c'était une géométrie de la mesure. C'est-à-dire que, de la même manière que quand on s'intéressait au triangle, rectangle, les propriétés qu'on observait, c'était des propriétés métriques. Comment puis-je établir la longueur de l'hypoténuse quand je connais la longueur des deux autres côtés? Et problème du même type, de la même manière, on s'est intéressé à la mesure des aires, l'aire du rectangle comme l'aire du cercle, à la mesure de solides, le volume de la sphère, je viens de l'évoquer, le volume de la pyramide. Et dans ce contexte, il y a un développement très intéressant qui est la constitution d'un système de solides dans les commentaires. Les commentateurs établissent que certains des solides sont fondamentaux et que les procédures qui permettent de calculer les volumes des autres solides peuvent être ramenées à ces solides fondamentaux. Quant à ces solides fondamentaux,
pour établir les procédures qui calculent leur volume, le commentateur Liu Hui va développer une démonstration qui implique une découpe à l'infini. Donc ça vous donne quelques éléments de ces raisonnements géométriques, mais ces raisonnements géométriques sont systématiquement articulés sur des questions de nombre et d'évaluation des valeurs numériques associées aux grandeurs. Donc, typiquement, vous ne trouverez pas d'intérêt pour les droites parallèles, vous ne trouverez pas d'intérêt pour les cas d'égalité des triangles. Ce sont des types de géométrie qui sont totalement absents de la période dont je parle. Est-ce qu'à l'époque, ils avaient une distinction entre nombre entier, nombre relatif, nombre irrationnel, ou des choses comme ça? Comment étaient classés les nombres? Donc, on a un terme qui va renvoyer... Bon, on a un terme qui signifie nombre. Ce terme qui signifie nombre n'a pas le même sens en fonction des contextes. Dans certains contextes, ce terme va uniquement désigner des nombres entiers. Dans le contexte des mathématiques, j'ai écrit un article pour proposer l'idée qu'en fait, ce terme devrait plutôt être traduit par l'expression de quantité structurée par une procédure. C'est-à-dire, quand je dis 2 tiers, j'ai divisé des unités en 3 et j'ai pris 2 parts de ces unités. Il y a donc une procédure qui permet de comprendre la nature de la quantité. Quand on dit racine de 2, c'est la quantité dont le carré sera 2. C'est ainsi qu'elle est introduite en Chine, et c'est le même terme qui va renvoyer à l'ensemble de ces types de quantités dans le contexte des 9 chapitres et des commentaires. Est-ce qu'il y a des variations dans l'histoire des mathématiques en Chine? Ça demande un travail qui n'a pas été fait, c'est-à-dire comment ce terme est utilisé dans différents textes chinois. Ce travail n'a pas été fait, mais pour ce qui est des 9 chapitres et des commentaires, je peux affirmer ce point. Ceci dit, bien entendu, certaines procédures ne vont porter que sur des nombres entiers. D'autres procédures pourront porter sur des quantités en général. Je pense par exemple au calcul du plus grand commun diviseur qu'on va trouver par un algorithme comparable à l'algorithme que nous appelons l'algorithme d'Euclide. Cet algorithme sera appliqué uniquement au nombre entier. Donc en fait, c'est plutôt dans les pratiques qu'on oppose différents types de quantités, mais le terme chou, le terme qui renvoie aux quantités, ma thèse, que j'ai essayé d'établir dans un article, j'attends encore la contradiction qui n'est pas encore venue, mais cette thèse pose que ce terme, dans ce contexte, il renvoie plutôt à des quantités. Bonsoir. Alors, merci beaucoup parce que vous m'avez ouvert un monde. Moi, question un peu touristique, tout ce que je connaissais des mathématiques chinoises, ou l'idée que je m'en faisais, c'était le boulier. Alors, voilà la question. Merci de la poser parce que je suppose que vous n'êtes pas le seul à penser à ça. Ouais. À penser à ça. Alors, maintenant, on va faire une hypothèse. On va prendre l'hypothèse que le boulier est ancien. J'en sais rien. Peut-être que le boulier a été inventé en 1920. Mais prenons l'hypothèse qu'elle est ancienne, ce qui correspond à l'image que je m'en fais. Est-ce que dans ce que vous avez observé, dans vos études, les caractéristiques des 9 chapitres, enfin des 10 ouvrages, portent la naissance de cette manière de calculer? Peut-être ce que vous avez dit sur l'aspect procédural, voilà, c'est ce qui m'évoque cette question. Le boulier
ne se repère de façon sérieuse qu'à partir du XVe siècle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, déjà, par exemple, il y a un manuel d'apprentissage des caractères avec des illustrations, et on y trouve le terme pour boulier en face d'une illustration de boulier. Là, il n'y a pas photo, c'est clairement... L'instrument existe et il est suffisamment répandu pour que le nom paraisse dans un manuel d'apprentissage des caractères. Il y a un texte ancien qui décrit différents instruments de calcul et on a avancé l'hypothèse que certains de ces instruments pourraient être le boulier. Le problème, c'est qu'on n'a aucune procédure qui corresponde à un calcul avec le boulier. Ceci dit, cet argument est assez complexe parce qu'au XIIIe siècle, il y a de nouvelles procédures pour calculer qui apparaissent pour calculer avec les baguettes. Et en fait, les mêmes procédures pourront être utilisées avec le boulier. Donc en fait, il y a une espèce de continuité dans les procédures qui sont les plus récentes utilisées avec les baguettes et les procédures qui sont les plus anciennes utilisées avec le boulier. Donc il y a un moment au XIIIe siècle où on ne peut plus très bien savoir si les procédures renvoient aux baguettes ou renvoient au boulier. Vous avez remarqué, quand j'ai décrit les chiffres, qu'il y a une opposition entre la baguette qui représente le 5 et les baguettes qui représentent les unités. C'est exactement la même chose que dans le boulier. Vous avez une opposition entre les boules qui représentent 5, qui sont au-dessus de la barre horizontale, et les boules qui représentent l'unité, qui sont en dessous de la barre. Donc en fait, il y a une continuité dans la structure de l'écriture des chiffres. On ne peut pas dire plus. Au sujet de l'écriture des nombres, comment on fait pour distinguer 400 de 4, du coup, puisqu'ils alternent l'orientation des traits toutes les dizaines? Alors, je vous rappelle que jusqu'au Xe siècle, on ne représente pas cette notation dans les écrits, mais qu'on ne fait qu'écrire avec des baguettes. Donc, nous ne pouvons répondre aux questions que quand les textes en parlent. Et comme aucun texte ne parle de cette question, je ne peux pas vous répondre. J'ai quand même 2 idées. La première, c'est que il n'est pas impossible qu'on ait écrit les nombres les uns par rapport aux autres et que les chiffres des uns et les chiffres des autres indiquaient mutuellement les ordres de grandeur des chiffres les uns des autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une opération pour laquelle, précisément, il n'y a pas de comparaison avec d'autres nombres. C'est l'extraction de la racine carrée ou l'extraction de la racine cubique. Ces opérations n'opèrent que sur un nombre. Et justement, dans ces opérations, on va faire intervenir une baguette qui va être l'unité. Donc, à certains endroits où il faut indiquer, parce que pour, par exemple, la racine cubique, de savoir si on a affaire à 1 ou si on a affaire à 100, c'est capital. Et donc, le fait d'avoir une baguette qui marque l'unité, c'est peut-être en rapport avec ce problème que vous soulevez. Mais c'est une hypothèse. Je n'ai pas de document qui traite cette question et donc je ne peux pas y répondre. Merci. Bonsoir. Je découvre que les Chinois utilisaient le fameux triangle que j'ai toujours entendu appeler le triangle égyptien 3, 4, 5, parce qu'il a la particularité d'être toujours un triangle rectangle. Donc est-ce que c'est, alors que l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, on sait utiliser ça dans sa géométrie classique. Donc est-ce qu'on peut imaginer que c'est des découvertes totalement parallèles, indépendantes, à des endroits très éloignés dans l'espace, et dans le temps d'ailleurs, puisque l'Égypte pharaonique est bien sûr bien antérieure au 1er siècle avant Jésus-Christ, ou est-ce que c'est des découvertes fortuites, ou est-ce qu'il y a eu un échange, disons?
Alors, je crois que la réponse, elle est assez simple. Il n'y a aucun endroit de la planète où on ne parle pas du triangle 3, 4, 5. Donc, je pense que c'était quelque chose qui était... Soit le monde était très 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 connecté très tôt, ce qui est sans doute une réalité, soit c'est quelque chose qui a été trouvé par beaucoup de gens séparément. Mais partout, on trouve le nombre 3, 4, enfin, les nombres 3, 4, 5. C'est assez intéressant parce que quand vous posez la question de 3, 4, 5, vous posez la question de ces triangles rectangles dont les côtés peuvent être mesurés par des nombres entiers. En fait, quand on traite du gnomon des Joe, quand on traite du triangle rectangle dans le contexte du gnomon des Joe, dans le contexte de questions de cosmographie, ces triangles particuliers qui peuvent se mesurer par des nombres entiers n'ont aucun intérêt. On ne les trouve pas. Alors que dans le contexte des 9 chapitres, on va trouver tout un développement sur les triangles qui peuvent se mesurer par des nombres entiers. Donc en fait, le même triangle rectangle, en fonction des contextes scientifiques, va poser des questions complètement différentes. Et là, on est encore dans le cadre du lointain de la Chine à la Chine. Moi, je vais peut-être me permettre de te poser une nouvelle question qui m'est venue en t'écoutant. Est-ce que vous savez, par vos travaux, qui étudiait les mathématiques en Chine à l'époque des documents dont tu nous as parlé ce soir? Alors, certainement, des fonctionnaires devaient étudier les mathématiques. Et c'est pour ça qu'on a trouvé ce document qui est une trace d'un contexte d'apprentissage dans la tombe d'un fonctionnaire. Certainement, peut-être pas tous, mais certainement les fonctionnaires devaient apprendre les mathématiques. Nous avons des textes confucéens qui nous parlent d'un enseignement de mathématiques aux enfants de l'élite. Et cet enseignement de mathématiques, on en donne les grandes têtes de chapitre, ce sont les têtes de chapitre des 9 chapitres. À quel point cet enseignement était véritablement pratiqué, à tel point il couvrait l'ensemble des 9 chapitres, c'est difficile à dire, mais ce sont les deux éléments de réponse. Nous n'avons pas l'ombre d'un document de Marchand qui nous permettrait de parler d'une formation mathématique des Marchands à l'époque. Bien entendu, ultérieurement, nous savons que nous avons des documents qui trahissent l'existence d'un enseignement des mathématiques dans ces autres milieux. Et quant aux paysans, comme dans beaucoup d'endroits, ils n'ont pas laissé beaucoup de traces écrites. Donc, difficile de savoir. Je te posais cette question parce que le livre des 9 chapitres, en même temps, on a un peu la sensation que c'est un ouvrage qui a une portée d'instruction. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une mauvaise impression, mais enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ce sentiment-là que j'avais. C'est-à-dire que c'est un... Oui, on peut apprendre des mathématiques là, et voilà. Donc c'était aussi ça le sens de ma question, parce que comment se développe cette communauté mathématique qui permet d'aboutir à ces documents très élaborés C'est là que les documents des tombes sont tellement importants, c'est parce qu'ils nous parlent vraiment des contextes à l'époque, et pas seulement d'un texte qui apparaît comme un aérolithe et pour lequel nous n'avons pas véritablement de contexte d'écriture. Nous avons 2 références anciennes aux 9 chapitres. La première référence va dans le sens que tu indiques, c'est ce texte qui parle de la formation des enfants de l'élite. On doit leur apprendre à conduire un char, à
faire du tir à l'arc, à monter un cheval, les mathématiques et la calligraphie. Ça fait partie des savoirs de base. Le deuxième élément ancien à propos des mathématiques, c'est un vase étalon. Un vase étalon, donc un vase standard pour mesurer la capacité, qui date du IIe siècle de notre ère. Ce vase étalon est mis en circulation par les institutions impériales chargées du prélèvement de l'impôt, de la paye des fonctionnaires. Et ce vase étalon a une inscription qui renvoie au titre des 9 chapitres. Donc là, c'est une indication très différente. C'est une indication pas du tout d'apprentissage, mais de l'importance des connaissances mathématiques en rapport avec, j'ai envie de dire, la justice sociale, c'est-à-dire le calcul de l'impôt et la paye des fonctionnaires. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais savoir en quoi le développement des mathématiques dans la Chine ancienne pouvait être lié, un, à l'astronomie, qui permettait de faire le calendrier, qui était fondamental pour la stabilité d'une dynastie, et deux, au développement de la monnaie. Alors, par rapport au développement de la monnaie stricto sensu, je ne peux pas le dire. Mais ces monnaies que sont les grains, il y a certainement tout un travail mathématique pour construire le système des grains. Je n'ai pas évoqué les nombres qui sont associés aux grains, mais ce sont des nombres très particuliers qui permettent de rendre le calcul des équivalences entre les différents types de ces monnaies que sont les grains extrêmement simple. Donc il y a toute une construction mathématique que je n'ai fait qu'évoquer du système des grains. Donc je pense que là, il y a véritablement une des origines qui a été négligée des mathématiques. L'astronomie a bien entendu été un puissant moteur qui a poussé le développement des mathématiques. Pour les temps les plus anciens, on en voit des échos dans les 9 chapitres, certains problèmes qui paraissaient des problèmes récréatifs, nous pouvons en fait montrer que c'était des problèmes astronomiques. Je vous en donne un. Un chien court après un lapin. Le lapin part avec une certaine avance. Leurs vitesses respectives sont temps et temps. Au bout de combien de temps le chien rattrapera-t-il le lapin ? On a pu penser, beaucoup de mes collègues l'ont écrit, qu'il s'agissait là d'un problème récréatif. Mais au 7e siècle, un ouvrage au début du 7e siècle, c'est d'ailleurs l'ouvrage le plus récent qui va être inséré dans les classiques, un ouvrage de mathématiques débute par un problème relatif au mouvement relatif de la Lune et du Soleil. Sachant la vitesse relative de la Lune et du Soleil, la Lune va beaucoup plus vite que le Soleil, sachant que le Soleil est devant la Lune de temps de... Là, c'est des temps, en fait, ce n'est pas des distances. Quand la Lune sera-t-elle en conjonction avec le Soleil ? C'est-à-dire, quand aurons-nous le début du mois lunaire ? Et dans le commentaire que cet auteur écrit sur ce problème, il cite directement le problème des 9 chapitres sur le chien et le lapin en disant « Ce problème est traité dans les 9 chapitres » et il le cite sans remplacer le chien par la lune et le lapin par le soleil. Donc il y a tout un ensemble de problèmes qui ne sont pas ouvertement des problèmes d'astronomie, mais qui sont des problèmes traités dans les 9 chapitres. Par ailleurs, il y a beaucoup plus de mathématiques qui ont été développées pour l'astronomie que nous n'en trouvons dans les textes de mathématiques. Et là, c'est un exercice très difficile d'aller chercher dans les histoires officielles qui présentent
les systèmes astronomiques des dynasties antérieures, d'aller chercher dans les systèmes astronomiques les mathématiques qui ont pu être mises au point pour produire ces systèmes. C'est un travail de détective. Nous l'avons commencé dans le contexte du projet européen dont je m'occupe, mais il y a encore beaucoup à faire. Le fait que les Chinois ont assez naturellement conceptualisé les fractions comme une partie du tout me fait penser à la question suivante. Quelle est finalement l'influence du taoïsme et du confucianisme sur les mathématiques développées par les Chinois? L'idée de circularité, l'idée de transformation, peut-être qu'elle... Enfin, c'est ce que j'ai pu peut-être imaginer dans cette vision des fractions. Peut-être qu'il y a d'autres aspects, ou peut-être que pour les fractions, je vois faux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Les fractions, j'ai évoqué tout à l'heure l'addition des fractions. Et j'ai évoqué le fait qu'après avoir démontré que l'algorithme d'addition des fractions était correct, le commentateur avait tout un développement philosophique. Dans ce développement, il cite un énoncé d'un classique confucéen. Et on peut montrer en fait que cet énoncé qu'il cite, de ce classique confucéen, fait écho aux termes qui sont les termes clés de la situation des fractions, et il donne à cette situation mathématique, il fait de cette situation mathématique une lecture très générale, d'une généralité qui dépasse de loin le cadre des mathématiques, puisqu'il commente sur des questions générales relatives aux transformations et aux changements. Donc, premièrement, il y a une lecture de certaines parties des mathématiques comme sous l'angle de la transformation, et cette lecture des mathématiques sous l'angle de la transformation, elle est rapprochée de textes qui sont des classiques confucéens, qui traitent de questions de transformation. Donc, il y a tout un champ. J'ai commencé à l'explorer, j'ai écrit quelques articles sur le sujet, mais je pense que ce champ est beaucoup plus vaste et que probablement à l'avenir, il sera développé. Pour le taoïsme, on peut faire la même remarque, c'est-à-dire qu'à des points clés de certains raisonnements mathématiques, je parlais de certains volumes pour lesquels on va devoir faire des découpes infinies pour établir que l'algorithme calculant ces volumes est correct. Dans le contexte de ce commentaire, on a un énoncé qui vient du Dao de Jing qui est cité, donc un des classiques du taoïsme. Il y a donc également une lecture plus générale que ce qui se passe dans le contexte strict des mathématiques. Donc, toutes ces questions se posent, mais on a commencé à les explorer dans les années 60, mais de façon assez timide. Je pense qu'il faudrait les développer de façon beaucoup plus systématique pour comprendre d'autres points de vue philosophiques sur les mathématiques.